empoisonné par les services de Poutine, il a fait une arrivée fracassante sur la scène 2.0 mondiale en postant cette photo de son lit d'hôpital à Berlin. Dès son rétablissement, il a pris la décision de retourner à Moscou, mais le 17 janvier, il est interpellé à sa sortie d'avion malgré les caméras. Depuis, les Russes se rebellent dans la rue d'abord, mais aussi en critiquant comme jamais le pouvoir sur les réseaux sociaux. Alors ce soft power de Navalny est-il une vraie menace? Analyse des images stupéfiantes que nous adresse Navalny avec deux éminentes expertes de la Russie, Marie Mandras et Clémentine Fauconnier. Vous vous intéressez toutes les deux au pouvoir des images. Eh bien, vous êtes servis depuis que nous suivons quasiment en direct le combat de Navalny. Première manche, le 13 janvier, l'opposant signe la fin de sa convalescence en postant sur Instagram cette vidéo depuis Berlin. Привет, это Навальный. Я читаю новости, которые приходят из Москвы обо мне, и просто диву даюсь, насколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой. Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. Et comme Poutine n'a pas mis la grande banderole sur le Kremlin, eh bien, 3 jours plus tard, Navalny prend l'avion avec sa femme. Il s'agit d'un retour ultra médiatisé avec déclaration devant les caméras au sein même de l'avion où de nombreux voyageurs ont sorti leur téléphone, tout comme Navalny lui-même qui fait le reportage photo de son retour en selfie avec les hôtesses de l'air, comme sur son compte Instagram et celui de sa femme qui poste cette photo d'un couple d'amoureux qui volent yeux dans les yeux. Mais l'image est surprenante, car ce n'est pas vers le bonheur qu'ils volent, mais bien vers les ennuis. Скажите, я вас задерживаю, потому что вы находитесь в розыске. У меня здесь адвокат находится. Он обязательно проследует, если вы пропустите адвоката. Да? Вот у меня ордер и удостоверение. Вы прошли пограничный контроль. Тина, все заявления. В ваших же интересах меня пропустить с ним вместе. Ces images incroyables dans le sas de l'aéroport ont été filmées par un pool, donc il y avait bien des journalistes présents. C'est bel et bien donc une arrestation en live devant les caméras du monde entier. Alors que disent ces images de Navalny, mais aussi de Poutine, parce qu'il est bien là en creux en commanditant cette interpellation. Clémentine Fauconnier, vous disiez quand on préparait l'émission avoir été surprise que Vladimir Poutine ait procédé comme ça à cette arrestation malgré les caméras. Elles disent quoi d'abord de Poutine, de celui qui n'est pas dans l'image, ces images? La stratégie de Poutine depuis 10 ans, depuis que Navalny a vraiment fait irruption sur la scène publique, c'était de ne pas lui donner trop d'importance. Or là, il y avait pratiquement l'attention presque du monde entier, je dirais, qui était concentré sur Navalny dans son avion ce dimanche soir. Le fait de l'arrêter, finalement, n'a fait que renforcer, en fait, ce statut d'opposant numéro 1, alors que c'est exactement tout ce que Poutine refusait et tout ce contre quoi il s'est battu depuis le début. Et donc, du coup, c'est une contribution en creux qui est assez étrange, assez paradoxale, mais qui fait que finalement, alors même que Navalny a été arrêté, c'était un petit peu paradoxalement le vainqueur de la soirée, puisque Poutine, de fait, est rentré dans son jeu. Oui, c'est des images de victoire. Voilà. C'est cela, ou alors peut-être un changement de stratégie de Vladimir Poutine avec ces images? Mais je crois que Vladimir Poutine n'a pas de stratégie. C'est la panique au Kremlin. Ils espéraient vraiment qu'après avoir raté l'empoisonnement au mois d'août dernier, l'homme n'aurait pas le courage de revenir, sachant très très bien qu'il serait immédiatement arrêté. Oui, qu'il resterait en exil, voilà. Voilà, un exilé médiatique. Donc moi, je n'étais pas du tout surprise, parce que depuis maintenant plus de 10 ans, le régime Poutine est dans la transgression. Et il ne se soucie absolument plus des apparences. Donc, je crois qu'ils sont toujours dans la même logique, qui n'est pas une stratégie, c'est de faire de plus en plus peur. Le problème est que Navalny n'a pas peur, des millions de Russes n'ont plus peur, et donc la stratégie de la répression
et des menaces de plus de répression encore ne semblent plus fonctionner. Et sur Navalny lui-même, parce que vous disiez, c'est vrai, quand on voyait l'image là qu'il poste depuis Berlin, non mais elle est déjà, rien que cette image, elle est totalement incroyable. Incroyable aussi de voir cette dose de provocation. Hein. Mais il ne reste plus qu'à Poutine de mettre sa banderole comme ça sur le Kremlin. Qu'est-ce qu'il cherche à produire avec ça, Alexeï Navalny ? C'est sa défense. Sa seule défense actuellement, c'est cela. C'est-à-dire quoi ? D'avoir pied de nez et d'avoir toujours un temps d'avance. Vu quand même la gravité de la situation, il a quand même failli mourir, arriver comme ça, tout en selfie et en provoque. C'est lui qui est comme ça ou c'est une communication adaptée aux médias digitales, Clémentine Fauconnier ? C'est les deux. Je pense que c'est vraiment sa marque de fabrique. Il est adapté aux médias digitales, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il a une telle force et qu'il y a une vraie cohérence entre ce qu'il est, ce qu'il met en avant et ce à quoi il appelle les Russes, c'est-à-dire être courageux et à ne plus avoir peur, qui est vraiment le grand message là, qui a été diffusé cette dernière semaine. Et c'est vrai que c'est extrêmement télégénique. Voilà, ça suscite des émotions très fortes, même pour ceux qui sont éventuellement plus éloignés. Même ceux, moi j'ai vu parmi les amis ou les contacts russes que je peux avoir, les anciens étudiants, des gens qui n'étaient pas forcément très fans de Navalny et qui ont été impressionnés finalement. Voilà, et donc du coup, c'est d'arriver à décaler, pas seulement d'avoir un message politique, institutionnel, mais aussi vraiment de mettre en scène des valeurs ou des qualités qui peuvent parler à beaucoup finalement. Oui, vous dites, c'est vrai que c'est intéressant cette notion de susciter l'émotion, parce que c'est vrai que nous, quand on voit ça, on se dit waouh. Voilà. J'imagine qu'en Russie, où on connaît le pouvoir de Poutine, on se dit waouh au carré, quoi. C'est ça, c'est ça que ça suscite. Mais justement, Navalny démontre depuis 2-3 ans que Poutine n'est pas si fort que ça. Et c'est pour ça que Poutine a très peur de Navalny et de sa popularité. Vous disiez que ce fonctionnement, il n'était pas tout à fait nouveau, et c'est vrai qu'on avait vu de manière très subliminale dans une précédente émission des images de 2017, lorsque Alexeï Navalny avait été attaqué avec un liquide vert qui lui avait abîmé l'œil, et là son premier réflexe avait été de se prendre en photo, de poster la photo, et après de donner des nouvelles au bout de quelques jours, en expliquant qu'il allait bien. Donc effectivement, c'est pas nouveau. À l'époque, c'était déjà l'effet waouh, ou alors c'était autre chose, c'est ce qui lui a permis d'émerger. C'était déjà la capacité à en mettre en récit tous les événements de sa vie, y compris des événements qui sont a priori les plus tragiques et les plus traumatisants, et qu'à chaque fois il transforme en force finalement. Alors je ne sais pas s'il pratique l'aïkido, mais il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Oui, c'est ça, la technique judo. D'utiliser la force, face à Poutine qui fait du judo, en effet d'utiliser la force de l'adversaire et de le retourner contre lui. Voilà, et puis aussi de montrer à chaque fois qu'il n'a pas peur physiquement, c'est-à-dire que rien ne peut le faire reculer a priori. Alors Navalny, il agit comme un opposant, il agit aussi comme un lanceur d'alerte via les réseaux sociaux. Ainsi, le monde entier a découvert au lendemain de son arrestation cette vidéo d'1h50, c'est long, 1h50, postée sur sa chaîne YouTube, et dans laquelle il dévoile façon paparazzi le palais de Poutine au bord de la mer Noire. Ces images ont fait un buzz mondial avec 110 millions de vues rien que sur sa chaîne, et elles se doublent d'une vraie enquête sur les montages financiers, les plans détaillés du palace de Poutine, où il y a même, attention, c'est important pour la suite, une aqua-discothèque. On imagine une discothèque dans l'eau, enfin bon, c'est ce qu'on nous explique. Et dans un autre registre beaucoup plus sérieux, celui-là, cette critique des dérives poutiniennes continue au commissariat lors de son premier procès. Я не понимаю, что происходит. Меня 1 минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда. Здесь почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это просто... я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо... Вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то démonstrativement разорвали и выкинули на помойке уголовно-процессуальный. Alors c'est vrai que là, l'effet waouh se poursuit parce qu'on se dit, mais c'est incroyable. Enfin, il est dans un commissariat, faut quand même bien s'en rendre compte, en train de critiquer quand même vertement Poutine, en étant filmé par un de ses supporters, enfin partisans, qui va publier les images sur le compte Instagram de Navalny. Donc on a l'impression qu'il y a comme ça une chronique parallèle, un récit parallèle. Alors vous disiez effectivement il y a un défi, une stratégie de mise en échec, de montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Mais là ça pose vraiment des questions sur cette stratégie. Finalement on se dit est-ce qu'il ne joue pas, est-ce qu'il ne cherche pas à jouer un rôle de lanceur d'alerte? Et puis finalement, ces images, qui les a vues, qui les voit? Le Kremlin est-il obligé de laisser faire? Enfin, ça pose quand même 1 milliard de questions quand on essaye d'imaginer l'impact que peuvent avoir ces images.
Je pense que l'impact a été assez important. Le fait qu'il ait été jugé comme ça complètement en dehors des clous légaux, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de procès dans un commissariat, ça a aussi beaucoup choqué. Donc c'était un moment important de toute l'espèce de série télévisée en fait. Oui, c'est ça, mais c'est carrément une série télé. Ouais. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça marche tellement bien, que c'est tellement télégénique et tellement propice à être diffusé sur les réseaux. Après, vous trouverez des gens, bon, il y a toujours les théories du complot aussi se développent bien en Russie, qui disent que Navalny n'est qu'un projet du Kremlin parmi d'autres et que c'est pour ça finalement qu'on laisse ces vidéos circuler. Le fait que la vidéo est circulée a questionné, mais oui, parce qu'on a vu la petite vidéo tout à l'heure, enfin l'extrait de la vidéo d'1h50 sur le palace de Poutine, etc., qui a été énormément vu en Russie. On a vu des statistiques assez édifiantes sur le nombre de Russes qui auraient vu cette vidéo. Ça a circulé de la même façon ? Oui, ça a beaucoup circulé, mais je pense, cela dit, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Marie Mandras tout à l'heure, que les dirigeants russes ont mis beaucoup de temps à réagir, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'il se passait quelque chose sur Internet. Et l'Internet russe a été très libre. Là, il est en train d'être un petit peu mis sous contrôle, mais il reste relativement libre par rapport aux grands médias type télévision publique. Mais donc, du coup, il y a eu un temps de réaction très long qui a fait que c'est devenu un espace de liberté, qu'il y a des internautes qui savent très bien utiliser Internet, qui sont très connectés, et donc, du coup, qui fait que c'est encore aujourd'hui un espace de liberté et de circulation assez important. Peut-être pas pour très longtemps, voilà, parce qu'il y a beaucoup de projets, notamment ce qu'on appelle l'Internet souverain, qui vise justement à contrôler le beaucoup projet plus. son nom, l'Internet souverain, voilà. On voit bien. Voilà. Mais en attendant, je pense que c'est un aspect sur lequel le Kremlin a été dépassé un petit peu ces derniers temps. Oui, il a été dépassé avec ces images. Enfin, on imagine mal que ça puisse... Mais complètement. Ils essayent de contrôler l'Internet, mais ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils n'ont pas fait comme les Chinois qui ont bien anticipé. Il n'y a jamais eu d'Internet libre en Chine. En Russie, tout se fait sur Internet. Tout le monde a un smartphone. Voilà. Et alors, finalement, Navalny réussit à montrer encore autre chose. C'est que Poutine est paralysé et ne peut même pas aller au-delà de la répression par les policiers et le judiciaire parce que, finalement... il ne contrôle plus ni les réseaux sociaux, ni sa propre population. C'est ça que ça montre. Qu'il ne contrôle même pas ce qui se passe dans ses propres commissariats, en fait. C'est ça qui est incroyable. Navalny a déjà gagné la première bataille, très clairement. Ces images, en tout cas, elles ont fait réagir Poutine, pas sur les réseaux sociaux, mais à la télévision, sur la chaîne publique d'information Russia 24. Au bout de 6 jours, il fait une émission où il répond à des étudiants et il dit ceci. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. En préparant l'émission, on pensait qu'il était au Kremlin parce qu'on avait appris qu'il répondait en mode visio à ses étudiants. Mais vous, Marie Mandras, vous dites là, pendant l'extrait, vous dites non, il n'est pas du tout au Kremlin. Cette magnifique porte métallique, là, c'est pas le Kremlin. Probablement pas. En fait, on ne sait jamais où est Vladimir Poutine. Jamais. On sait qu'il est très très peu au Kremlin et beaucoup plus dans sa datcha à côté de Moscou, Novo-Garyevo, et également dans sa vraie datcha du sud, où il est le plus souvent. Et j'ajoute, et mes sources sont tout à fait sûres, qu'il a fait construire donc, dans sa datcha du sud de la Russie un bureau absolument identique à celui qu'il a dans sa datcha à côté de Moscou. Il reste quand même un pouvoir à Vladimir Poutine, à celui qu'on ne sache pas où il est, effectivement. Puis avec ses modes visio, c'est encore plus facile. Mais alors, la question que ça pose, c'est est-ce que c'est une opération de communication réussie pour lui ? Alors ça s'est voulu, une opération de communication, mais qui a été plutôt reçue de façon assez tiède, parce que déjà, c'est quand même très gros. Ce mur très austère qui rappelle un peu celui, moi j'ai vécu là-dedans dans des résidences universitaires, les fameux общежития dans lesquels tous les étudiants vivent, en général dans des conditions quand même très spartiates. Et donc du coup, ça ressemble exactement à ça. D'ailleurs, il s'adressait à des étudiants. Mais le contraste est tellement gros, la ficelle est tellement grosse que du coup, c'est plutôt l'effet inverse. Et j'en profite pour préciser, ce qui est intéressant, c'est que Poutine, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, c'était au prix vraiment d'une offensive médiatique qui était assez inédite. À ce moment-là, il s'était entouré de communicants politiques qui étaient assez doués. Il y avait une dimension répressive, déjà, évidemment. Mais il y avait, il y avait de la com. On le voyait comme un génie de la com. Voilà. Tout à fait. Je me souviens très bien d'avoir fait des émissions là-dessus. Voilà, c'est que ça s'est étiolé au fur et à mesure des années, et notamment depuis 10 ans. Et comme si, en fait, toute la créativité, l'inventivité, la pensée stratégique était passée complètement du côté de cette fameuse opposition hors système, là où finalement, le côté Poutine, ça a l'air complètement à bout de souffle depuis maintenant, je dirais, une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Alors justement, on a préparé un petit rappel en images, parce qu'effectivement,
communication très virile de Poutine. On avait eu l'impression à un moment qu'Alexei Navalny cherchait à la contester biscotto contre biscotto, on va dire, avec des images des biscottos sur ski nautique répondant à celles des biscottos à cheval de Vladimir Poutine. Mais ce qui est intéressant dans la guerre de l'image, c'est que Navalny poste aussi aujourd'hui des images plus sentimentales, comme ce cœur à sa femme lors de son procès. Sa femme qui joue d'ailleurs un rôle important et qui poste une photo de son arrestation. Alors là, elle, c'est en mode coquet, un pardon pour le mauvais éclairage, dit-elle, je suis dans le fourgon de police. Cette féminité renvoie aussi à la médecin de Navalny qui, elle, joue au piano alors que la police vient pour une perquisition. Et devant ces clichés de fragilité et d'art face à la brutalité du pouvoir, et bien c'est vrai qu'on se demande comment communique Poutine aujourd'hui. On a regardé, parce que lui qui était le pro de la communication people, et bien il n'y a pas eu grand-chose depuis 2015 avec des images d'une séance de musculation, pas grand-chose. RAS, hormis, on a quand même trouvé ce rituel orthodoxe où on voit Vladimir Poutine quand même un peu vieilli se baigner. Voilà, je crois qu'il faut s'immerger 3 fois selon le rite orthodoxe le jour de l'épiphanie. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Vladimir Poutine a cessé de communiquer. Pourquoi ? Alors il y a 2 choses. La première, c'est que ça fait 20 ans qu'il est là, comme on le sait tous. Et donc du coup, comme il avait vraiment construit une image sur l'idée de la jeunesse, de la force, de la vigueur, ce qui à l'époque le distinguait très fortement de Boris Yeltsin ou de beaucoup de membres de l'élite politique russe, le fait d'être vieillissant, évidemment, ça demande une mise à jour aussi de la communication. Mais ça, ce serait faisable. Après tout, il pourrait très bien se servir de la ressource du fait d'être là au pouvoir depuis longtemps, d'avoir pris de l'âge, de l'expérience. Oui, voilà, plus les biscottos, mais autre chose. Voilà, en termes de communication, ce serait tout à fait faisable. Mais alors moi, pour avoir enquêté en Russie justement sur tous ces communicants politiques, ce qui est sûr, j'ai pas la raison. Ils ne l'ont pas non plus d'ailleurs complètement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur qui aujourd'hui est en crise parce qu'il y a beaucoup moins de demandes de la part du pouvoir. Le pouvoir s'appuie beaucoup plus sur l'administration et la répression, et la répression, moins sur la communication. Donc ils travaillent moins et quand ils travaillent, ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est plus là-dessus que le pouvoir et Vladimir Poutine s'appuient et ça se voit aussi dans les stratégies de mise en scène de soi. Finalement, on a beaucoup moins d'éléments depuis quelques années. Oui, et du coup, il est un peu démuni par rapport à ce qu'il était parce que au début de ses mandats, de son long mandat, il n'y a plus de mandat. Voilà. Mais surtout, faut voir que tous les jeunes et tous les opposants en Russie l'appellent papy. C'est terminé. Et donc il ne peut plus jouer cette carte. Et pour terminer, donc on a vu Poutine, Navalny, donc viril, mais pas que, avec notamment cette part de douceur et de féminité incarnée par sa femme et sa médecin. La place de la femme, c'est important, ça ? Oui, je crois que surtout que Navalny a compris qu'il ne fallait pas jouer le culte de la personnalité et que les changements qui vont arriver en Russie dans les années qui viennent, c'est absolument évident, il faut que ce soit des changements sociaux, des changements de mentalité et des changements institutionnels. Et que donc il ne faut pas dire Navalny va remplacer Poutine. Oui, voilà, le jeune mâle contre le vieux mâle, ça ne peut pas marcher. Les Russes n'ont pas forcément envie du même en plus jeune. Il faudra une société qui se prend en main et qui se bat pour des élections libres. Merci beaucoup Clémentine Fauconnier. On va voir maintenant comment les Russes ont repris et parfois détourné ces images. Alors vous vous souvenez que j'ai parlé tout à l'heure d'une aqua-discothèque dans le palace de Poutine. Eh bien voilà ce qu'elle devient, cette aqua-discothèque sur TikTok. De même que les balais-brosses des toilettes, parce qu'il y avait un autre épisode, c'était les balais-brosses des toilettes du palace de Poutine qui, d'après le document mis en ligne par Navalny, valait 700 € pièce. Eh bien, les revoici. Un pastiche cruel du pouvoir russe. Piotr Smolar, bonjour. On a vu ici en France, dans les médias, beaucoup d'images de manifestants russes frappés et tabassés. Ces images parodiques, en revanche, elles nous ont davantage, pour ne pas dire totalement échappé. C'est un vrai phénomène et si oui, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un vrai phénomène qui correspond à un humour russe qui a toujours été pratiqué, qui a existé sous d'autres formes, y compris à l'époque soviétique, où il y avait énormément de plaisanteries qui circulaient, extrêmement amusantes, mais qui étaient plutôt dans le registre intime. Or là, c'est fait au grand jour, et c'est un indice très intéressant d'une sorte aussi de peur qui se lève chez
une catégorie précise de la population. Attention, il ne faut pas généraliser, ce ne sont pas tous les Russes qui se sont mis à faire des vidéos pour railler le pouvoir, c'est vraiment un groupe particulier de gens, ce sont des Russes urbains essentiellement, vivant dans les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg bien sûr, mais aussi des villes comme Ekaterinbourg, où on a vu une mobilisation assez importante, mais ce n'est pas, et j'insiste là-dessus parce que, et je salue Marie Mandras au passage, j'ai trouvé que la tonalité était un peu optimiste dans vos échanges en première partie, effectivement sur l'ampleur de la vague Navalny et son impact au sein de la société russe, parce qu'il y a quand même aussi tous ces autres Russes qui restent passifs. Et évidemment, un des grands enjeux dans les années qui viennent, notamment pour Navalny, ça va être d'aller au-delà du cercle des convertis et des convaincus. Et je voulais aussi insister sur un autre point, c'est, puisque vous parlez des réseaux sociaux et vous avez mentionné l'existence de ces vidéos sur TikTok. TikTok, effectivement, est devenu une plateforme extrêmement prisée aujourd'hui par ces jeunes. Et il y a un parallèle très intéressant à faire avec les mouvements en Russie qui avaient eu lieu en 2011-2012 et qui, en gros, étaient un mouvement contre les manipulations électorales et contre la stagnation politique et contre cette espèce de jeu de chaise musicale entre Medvedev et Poutine. À l'époque, les grandes manifestations, elles étaient organisées grâce à Facebook. Un peu Twitter aussi. Et aujourd'hui, on voit que Navalny et ses partisans se déploient sur un très grand nombre de plateformes différentes. Il y a des sites d'investigation journalistique purs. Il y a aussi des fils Telegram, un peu comme en Biélorussie, où Telegram sert de lieu de ralliement pour tous les manifestants. Toutes les questions avant même que je les pose. J'allais dire, est-ce que c'est comme en Biélorussie? Ils vont sur Telegram? Oui, voilà, c'est super. En fait, allez-y, continuez. Voilà. Pas de problème, je peux continuer. Et donc évidemment, il y a Telegram qui sert pour transmettre toutes les informations clés pour les lieux de manifestation notamment. Et puis TikTok, c'est ce lieu aussi justement du grand sarcasme, de l'humour, où on voit des courtes vidéos qui sont partagées. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça forge une conscience politique, une conscience civique? Et c'est une question importante. Moi, je pense que oui, parce que l'humour y participe, la distanciation par rapport au régime y participe, c'est quelque chose de très important, mais vous alliez dire mais, parce qu'effectivement, comme vous disiez, ces images, il ne faut pas exagérer leur importance, hein, même les manifestations comme ces images, mais quoi alors? Mais les autres Russes ne les regardent pas? C'est-à-dire qu'ils les ont vues, ces images, mais ils ne les regardent pas, ils ne s'y intéressent pas, ils n'en parlent pas? Non, je pense que la popularité ne vaut pas forcément soutien. C'est la première chose. Et que le soutien ne veut pas dire forcément engagement dans la rue. Popularité ne veut pas dire soutien, c'est-à-dire que c'est vrai, on a beaucoup cité les chiffres du nombre de visionnages, par exemple, de cette fameuse vidéo d'1h30 que vous aviez mentionnée sur le palais de Poutine. Énormément de gens l'ont vue. Ça a un impact considérable, mais c'est pas parce qu'il y a 100 millions, 120 millions de vues qu'il y a 120 millions de Russes qui tout d'un coup se transforment en opposants à Poutine. Quand vous regardez d'ailleurs les études qui ont été faites sur justement cette vidéo, l'impact de cette vidéo, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, y compris après avoir vu les vidéos, qui ne croient pas à ce qu'il y a dans cette vidéo. Ce que disait Clémentine Fauconnier, les théories du complot, dans le sens, c'est Navalny, il y a un complot contre Poutine de l'étranger, c'est ça? Ça ne va pas forcément aussi loin, c'est que le mensonge du poison, de la propagande et du cynisme le plus immonde qui a contaminé la Russie déjà depuis des années a un impact sur la façon dont les gens perçoivent la réalité. Oui, les faits, voilà, le rapport aux faits aussi est compliqué. Le rapport à la vérité est extrêmement compliqué. On développe une méfiance vis-à-vis de tout au bout d'un moment. Merci beaucoup Piotr Smola. On reçoit maintenant Benjamin Grange pour terminer par une analyse détaillée de ce qui se dit sur ces fameux réseaux sociaux russes. Benjamin Grange, bonjour. Bonjour. On a commencé avant vous le débat sur les réseaux sociaux. Vous avez-vous des données chiffrées et donc intangibles, même si évidemment les sources Internet concernant la Russie sont toujours un petit peu compliquées à manipuler, si je comprends bien. Elles sont toujours un peu sujettes à caution pour être pudiques. Le marché russe a des acteurs locaux et c'est ainsi qu'on ne va pas trouver par exemple YouTube, en tout cas on va trouver une version russe de YouTube qui s'appelle Rutube et qui
qui finalement propose le même genre de service, mais en langue russe. Voilà, comme je dirais qu'il y a pareil, avec mon il y a pareil, il y a exactement de la même manière. Et il se trouve que Pavel Durov, qui est à l'origine de ce réseau social russe, lui-même déclare que s'il a créé derrière Telegram quelques années plus tard avec son frère, c'est parce que ce réseau social avait été, je dirais, pris d'assaut sous contrôle du gouvernement russe. Qui parle de Navalny en Russie et pour dire quoi? Alors, si on regarde en fait les conversations qui sont sur les réseaux sociaux que nous connaissons. D'où viennent ces conversations? Majoritairement des grandes villes. Quand on dit des grandes villes, c'est pratiquement à 80% de Moscou. Et qu'est-ce qu'on dit? Majoritairement, c'est des conversations... Vous, le grand demi-cercle gris là, dans le camembert, c'est Moscou. Voilà, c'est Moscou. Ensuite, on va trouver Saint-Pétersbourg. Et en fait, dans ces conversations, quelle en est la teneur? Majoritairement, c'est des conversations légères, humoristiques sur le pouvoir, qui raillent, qui sont dans la dérision. Alors décryptez-nous, parce qu'on parle ni russe ni emoji là. Oui, alors c'est tout l'intérêt de passer par une grammaire, je dirais émotionnelle, universelle, c'est qu'on arrive à décoder les émotions, même s'il faut les rapporter à la culture et à l'humour russe. Et donc dans ce cas-là, on voit bien d'ailleurs ces émojis que on est dans la légèreté, dans l'humour, dans la spontanéité, dans quelque chose d'un peu joyeux. Et ça correspond d'ailleurs à toutes ces images que l'on a vues auparavant, dans lesquelles on va singer le pouvoir, on va s'amuser d'une situation, on va trouver finalement une forme de dérision par rapport à la gravité. Marie Mandras, on rit et on s'amuse, c'est quand même assez surprenant parce qu'on pensait, on est toujours très content de sourire dans les émissions, mais on pensait quand même qu'il y aurait un moment quand même une dimension dramatique forte. Quand on voit ça, on se dit effectivement ce sujet fait rire les Russes. Même s'il les fait aussi descendre dans la rue. Voilà, mais ils le prennent avec cette espèce d'humour et de détachement. Parce que ce n'est qu'avec l'humour, l'ironie et la fin totale de la peur qui peuvent se sortir de la situation terrible dans laquelle ils se trouvent, c'est-à-dire un gouvernement autoritaire, corrompu, etc. Donc ça me paraît tout à fait logique que ça passe par la légèreté, les rigolades, etc. Et c'était très bon signe. Bon merci à tous les deux. Voilà, c'est sans émoji, mais le cœur y est. Voilà, c'est le petit signe navalnien. Et puis merci aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Niels Bursbaum et Damien Vidry, ainsi que Marie Lebon, bien entendu.